Bonjour à tous et bienvenue dans le 8h30 Politique de France Info, votre grand rendez-vous politique comme tous les samedis. On va refaire ensemble le film de la semaine écoulée, les principaux événements politiques. On va évidemment regarder ce qui va se passer dans les semaines à venir, dans la semaine à venir. Notre coup de fil surprise évidemment à retrouver tout à l'heure et puis bien sûr l'actualité. Notre invité ce matin, il est conseiller de Paris Les Républicains depuis 2008, élu député Les Républicains à Paris pour la première fois à 39 ans. Il a battu Myriam El Khomri à ses dernières élections législatives. Il est membre des Constructifs Républicains UDI et Indépendants. Bonjour Pierre-Yves Bournazel. Bonjour à vous. À mes côtés, Julien Langlais du service politique de France Info pour la première question. Bonjour Pierre-Yves Bournazel. Bonjour. Alors, première question et surtout première réaction à la disparition hier à l'âge de 89 ans de Simone Veil. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. Alors Pierre-Yves Bournazel, pour quelqu'un de votre génération, elle représente quoi, Simone Veil ? Le courage. Le courage d'abord d'une femme qui a connu la tragédie personnelle, familiale, mais qui est une tragédie du XXe siècle qui marque considérablement l'histoire, c'est la Shoah. Une femme qui a montré un courage physique d'abord, une forte détermination, une femme de caractère, puis une femme qui s'est engagée pour son pays, pour la France. J'entendais Anne Sinclair dire Simone Veil, c'est la France. Oui, c'est la France parce que c'est le courage, mais c'est aussi une femme qui s'est battue pour les autres femmes, pour leurs droits, le droit à l'avortement. À l'époque, ce débat était très difficile, houleux. Elle l'a mené avec détermination. Et puis en même temps, c'est l'Europe. C'est une femme qui a construit aussi son projet politique autour de l'Europe, c'est-à-dire l'Europe, c'est la paix, l'Europe, c'est notre avenir, l'Europe, c'est notre développement. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'émotions chez les Français parce que Simone Veil était une femme immensément populaire. Et donc, c'est l'hommage de la nation à une grande personnalité. Alors un hommage lui sera rendu mercredi aux Invalides en présence du président de la République, mais déjà beaucoup de monde, dans la classe politique notamment, demande qu'elle entre au Panthéon. Est-ce que vous y êtes favorable ? Elle aurait toute sa place au Panthéon. Oui. C'est une des grandes figures de siècle qui vient de s'écouler. Une référence politique, une référence morale, une référence intellectuelle. Et donc après, c'est pas à moi de décider, mais évidemment, je ne peux être que favorable à cette panthéonisation. Passons à ce débat de société cette semaine. Notre sondage Odoxa, Dentsu Consulting pour France Info et Le Figaro. Des Français interrogés sur les réformes à venir et notamment, Julien, sur l'extension de la PMA, la procréation médicalement assistée. Oui, les 2 tiers des Français, 64% s'y déclarent favorables. Le comité d'éthique a rendu cette semaine un avis positif. Alors une réflexion est en cours pour ne plus réserver seulement la PMA aux couples hétérosexuels ayant des difficultés à avoir des enfants. Est-ce que vous y êtes favorable, Pierre-Yves Bournazel ? Oui, et j'ai évolué. Devancez ma deuxième question. J'ai évolué parce que j'aime bien apprendre et comprendre les choses. C'est un sujet difficile, c'est un sujet de société. Moi, j'ai toujours été favorable au mariage. Je disais que l'adoption, à l'époque, pouvait diviser la société. D'ailleurs, ça a divisé la société, mais c'est la loi. Et moi, je respecte la loi. Je marie des couples homo comme des couples hétéros. Et je crois que la PMA, j'y suis favorable. Et en tout cas, je la voterai. Je suis toujours défavorable, en revanche, à la GPA. Sur ces questions, vous avez un peu souvent varié, y compris sur le mariage pour tous, non ? Oui, ce sont des questions de société. C'est laquelle maintenant votre position ? Ma position, c'est celle que je viens de vous donner. Ouais. J'ai toujours été favorable à l'égalité des droits, donc au mariage, c'est-à-dire à l'égalité des droits entre les couples homo et hétéros. J'avais dit que l'adoption divisait la société française. Maintenant, c'est dans la loi, c'est rentré, j'allais dire, dans les mœurs françaises. Et je crois que la division de la société est quand même moins forte aujourd'hui. Et donc, on peut avancer sur la PMA. Moi, j'ai beaucoup rencontré, j'ai beaucoup écouté, j'ai échangé, et je crois que ce désir-là de la société peut être compris et doit être soutenu. Voilà. La GPA, c'est encore un autre sujet. Et aujourd'hui, je ne suis pas du tout convaincu par la GPA, en revanche. Alors, notre sondage Odoxa évoque aussi la perception par les Français de la communication présidentielle. Alors, oui. Ils sont 3/4 des Français à la juger plutôt satisfaisante. Son art de la mise en scène séduit même jusqu'au ministre de son gouvernement, à l'instar de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, en déplacement cette semaine à New York devant un parterre d'investisseurs américains. Emmanuel Macron is Jupiter. I'm Hermès.
The Messenger. France is back. Est-ce que c'est pas un peu trop, là, Pierre-Yves Bournazel? Écoutez, je crois que c'était un peu aussi d'humour, hein, donc c'est toujours bien d'avoir un peu de recul sur les événements. Il est jupitérien, le président de la République? Écoutez, je ne me pose pas cette question le matin, surtout un samedi matin. Ce qui m'intéresse, c'est que le président de la République soit un réformateur, et il l'est. J'attends son discours au Congrès, j'attends des réformes institutionnelles importantes, et puis le discours de politique générale mardi du Premier ministre. Moi, je suis prêt à soutenir de manière tout à fait constructive des projets de réforme, notamment sur le travail, sur la moralisation de la vie publique, sur la sécurité ou sur l'école, qui permettront à la France d'aller de l'avant. On va y revenir d'ailleurs sur cette prise de parole du Premier ministre Édouard Philippe mardi. Les débats sociétaux qui enflamment souvent l'hémicycle, on l'a vu, le mariage pour tous était un exemple, on l'a vu aussi entendu avec le débat sur l'IVG avec Simone Veil. Le Palais Bourbon qui était aussi en ébullition cette semaine, Julien. Oui, alors pourtant, cette rentrée n'aurait dû être, on va dire, qu'une formalité, parce que finalement, la session parlementaire n'a pas réellement commencé. On rentrera dans le vif du sujet mardi et mercredi. Première séance de questions mercredi, discours de politique générale et vote de confiance mardi à l'Assemblée. Ça devait être une formalité. Il y a eu l'élection du bureau de l'Assemblée. Seulement voilà, rien ne s'est passé comme prévu. Et d'abord, c'est François de Rugy qui a été élu et qui a promis ceci. Nous, notre engagement au groupe La République En Marche, c'est de remettre en jeu, en effet, les postes à responsabilité à l'Assemblée nationale à mi-mandat. Et donc, c'est certain, à Noël 2019, vous démissionnez. Nous regarderons avec les collègues, en effet, une nouvelle répartition des responsabilités. Et donc, évidemment, ça passerait par une démission. Alors, est-ce qu'il a raison? Est-ce que c'est une bonne chose de remettre son mandat en jeu? Rien ne l'y oblige. Normalement, le président de l'Assemblée est élu pour 5 ans. Est-ce que c'est bien de remettre son mandat en jeu? Oui, pourquoi pas, parce que je trouve que ça permet de faire un bilan. Mais pourquoi? Un bilan d'étape. C'est-à-dire qu'au bout de 2 ans et demi, si vous avez bien défendu votre fonction, si l'ensemble des députés trouvent que vous avez été un bon président, pourquoi pas le reconduire? Mais si les députés estiment qu'il y a mieux à faire pour la fin du quinquennat, pour porter quelqu'un d'autre à la présidence de l'Assemblée, et pourquoi pas une femme, eh bien, Justement, oui. voilà, ce serait l'heure peut-être de la parité. Mais justement, depuis des semaines, on entendait les députés En Marche, de la majorité, demander, réclamer, pas à corps et à cri, mais enfin presque, une femme au perchoir. Ce serait une première dans l'histoire. Et là, paf, un Oui, homme. alors François de Rugy a des qualités, hein. Oui. C'est pas parce que c'est un homme qu'il n'en a pas, c'est un homme compétent, et je pense qu'il peut être un bon président de l'Assemblée nationale. Il a le sens de l'intérêt général, même si je ne partage pas tous ses engagements. Par ailleurs, faire un bilan à mi-mandat permet justement de faire la parité. Et pourquoi pas inscrire d'ailleurs dans la durée qu'il y aurait 2 présidents de l'Assemblée nationale, une fois un homme, une fois une femme, à tour de rôle sur le quinquennat. Comme ça permettrait d'avoir une parité à égalité. Bon, De compétences et de talent. On viendra un peu plus tard sur cette séance très houleuse, qui aurait dû être qu'une formalité, qui s'est transformée un petit peu en pugilat cette semaine. En attendant, on marque une pause. On continue cette discussion avec notre invité Pierre-Yves Bournazel et Julien Langlais du service politique de France Info. Place à l'info, 8h40, Laurent Sénéchal. Mise en examen pour abus de confiance, Marine Le Pen proteste. Elle dénonce une violation de la séparation des pouvoirs. La députée du Pas-de-Calais et présidente du Front National est soupçonnée d'avoir utilisé de l'argent du Parlement européen pour rémunérer des employés du FN. Marine Le Pen a été eurodéputée de 2009 à 2016. Il lance un courant censé déborder du Parti socialiste. Benoît Hamon espère rassembler des milliers de personnes pelouse de Reuilly à Paris cet après-midi. Les écologistes Yannick Jadot et Cécile Duflot devraient notamment être présents. Benoît Hamon a été sèchement battu au premier tour de la présidentielle, puis au premier tour des législatives. Obsèques nationales mercredi pour Simone Veil aux Invalides à Paris. De nombreuses voix s'élèvent à droite comme à gauche pour réclamer l'entrée au Panthéon de la mère du droit à l'avortement en France. Une marche à Montpellier pour Louis Nicolin, l'ancien président du club de football de la ville est mort jeudi, le jour de ses 74 ans. Les supporters vont rejoindre le stade de la Mosson depuis le marché aux puces aujourd'hui. Louis Nicolin a donné un titre de champion de France, le seul à Montpellier en 2012. Le Tour de France 2017 démarre tout à l'heure à Düsseldorf en Allemagne. Chris Froome, triple vainqueur et double tenant du titre, est le favori. La première étape est un contre-la-montre de 14 km.
France Info. Deuxième partie du 8h30 politique, Julien, avec notre invité député Les Républicains Constructifs de Paris. Oui, Pierre-Yves Bournazel, je reviens quelques instants sur cette élection du bureau de l'Assemblée cette semaine à l'Assemblée nationale. Cette séance doit durer normalement quelques minutes, c'était le cas il y a 5 ans, et puis ce fut la cacophonie la plus totale. La séance s'est terminée vers 1h du matin, et à l'arrivée, 6 vice-présidents de l'Assemblée nationale issus de la majorité. L'opposition dénonce ses droits bafoués. Écoutez cette sortie en début de nuit du patron du groupe communiste à l'Assemblée, André Chassaigne. Qu'est-ce que c'est que ces petits traficotages, ces artifices? Est-ce que c'est ça l'exemple que vous voulez montrer? Vous êtes au contraire en train de faire la démonstration que sous des mots qui apparaissent novateurs, vous êtes sur des calculs, sur des comportements qui ne méritent qu'un seul objectif, petit. Alors André Chassaigne, le patron du groupe communiste, c'est ça la nouvelle politique, Pierre-Yves Bournazel? C'est pas à moi de la définir. Donc, moi, je crois qu'il faut retrouver son calme. Que s'est-il passé? Il y a 6 vice-présidents de l'Assemblée. Il y avait 6 candidats au départ. Et donc, pour moi, ils avaient été proclamés. Dont Yves Gégaud, centriste, UDI. Et puis ensuite, il y avait la questure. Il y a eu un vote parce qu'il y avait plus de candidats que de postes. Oui, mais cette question, normalement, est réservée au groupe d'opposition le plus important de l'Assemblée. Oui, mais sauf que cette fois, dans la recomposition politique, il y a plusieurs groupes d'opposition. Il y a le groupe de la France Insoumise, il y a le groupe du Parti communiste, il y a le groupe du Parti socialiste, il y a notre groupe des Constructifs et il y a le groupe des Républicains. Et Thierry Solaire a présenté sa candidature et il a quand même le droit de le faire devant l'Assemblée et il a expliqué que lui, il ouvrirait la questure à tous les groupes de l'opposition. Et donc, ça lui a tiré plus de voix et il a été élu. Donc ça a créé un peu de tension, et notamment chez nos amis républicains. Et ensuite, il y a eu un nouvel appel à candidature, qui est contesté d'ailleurs devant le Conseil constitutionnel, de la part du président de l'Assemblée nationale, qui a fait élire 5 vice-présidents de la République en marche. Donc on va voir ce qui va se passer, ce que répond le Conseil constitutionnel. C'est quand même des choses qui doivent se régler. Moi, je ne suis pas élu député pour traiter de ces problèmes-là. Je suis là pour plutôt voter des lois utiles pour le pays. Donc, je regarde ça avec un regard novice, attentif, mais simplement, je pense que voilà, si on pouvait sortir par le haut de tout ça, ça serait un grand bien. Oui, mais est-ce que c'est bien sérieux de dire que vous êtes dans l'opposition, Pierre-Yves Bournazel? Et on est dans une opposition constructive, c'est-à-dire que nous avons le mot d'ordre dans notre groupe, c'est la liberté. Moi, je suis très clairement, vous n'êtes pas dans l'opposition. Moi, très clairement, je soutiens le gouvernement sur les grandes réformes qu'il veut mener. Et je vais écouter le discours politique général, mais dans ce que j'ai entendu, je suis prêt à voter la confiance. Mais d'autres dans mon groupe ne la voteront pas. Donc, notre groupe, il n'est pas le groupe de la majorité présidentielle de La République En Marche. Et notre groupe veut faire entendre sa voix. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas représenté dans les différentes instances de l'Assemblée nationale. Voilà ce que je veux dire. Messieurs, il est temps de retrouver lors de notre traditionnel coup de fil surprise. Nous avons en ligne quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ce congrès à Versailles, convoqué donc par le chef de l'État lundi. C'est un jeune député comme vous, Pierre-Yves Bournazel, encore plus jeune même, et il n'ira pas à ce congrès. Hugo Bernalicis, bonjour. Bonjour. Vous êtes député du Nord de la France Insoumise. Est-ce que vous avez une question pour Pierre-Yves Bournazel? Oui, j'ai une question pour lui. Je voudrais savoir pourquoi il ira à Versailles. Est-ce qu'il trouve vraiment ça très utile et très constructif, pour reprendre ses mots? Est-ce qu'il trouve vraiment que l'attitude de ces derniers jours à l'Assemblée a justement été constructive, quand on voit que le texte sur les ordonnances sur le Code de travail est tombé mercredi et qu'on a jusque lundi, début d'après-midi, au moment où se réunit justement Versailles pour déposer la première série d'amendements en commission, quand on voit que les députés de la France Insoumise n'ont par exemple toujours pas de bureau à l'Assemblée et qu'on nous explique qu'on aura nos bureaux mercredi seulement, est-ce qu'il trouve tout cela très constructif? Est-ce qu'il veut vraiment participer à cette majorité-là? Pierre-Yves Bournazel vous répond. D'abord, j'ai pas de bureau comme vous, donc vous inquiétez pas, je crois que c'est dans l'ordre des choses. Ça s'organise. Ensuite, j'ai cru comprendre que M. Corbière, qui est votre collègue, souhaitait aller au Congrès, puis finalement, il y a eu un changement de ligne directrice de la part de votre groupe politique. C'est votre droit, moi, je le respecte. Simplement, le président de la République a quand même le droit de s'exprimer. C'était un de ses engagements de la campagne présidentielle. Il avait dit qu'il s'exprimerait devant le Congrès. Et je crois savoir qu'il va expliquer les réformes institutionnelles qu'il souhaite porter.
Et donc, il est normal que les parlementaires soient présents, d'abord pour écouter les propositions du président de la République, se faire leur avis, et puis après critiquer positivement ou négativement les propositions du président de la République. Voilà, moi j'attends d'ailleurs qu'il puisse proposer une dose de proportionnelle, la limitation des mandats dans le temps, expliquer un peu sa vision de la moralisation de la vie politique et publique. Donc voilà, je crois qu'il faut qu'on... La critique est un peu étrange quand même vis-à-vis du président, parce que vous dites on pourra le critiquer ce qu'il aura raconté, mais pas du tout. Il vient, il fait sa prise de parole et il s'en va, puisque la Constitution ne prévoit pas qu'on puisse s'adresser au président de la République. C'est quand même une mise en scène assez extraordinaire. Il y aura même les ministres qui seront présents, les présidents de commission, les présidents de groupe parlementaires pourront s'exprimer, mais les ministres eux-mêmes ne pourront pas y répondre. Enfin, tout ça semble, pour pas dire jupitérien, je dirais lunaire. Bon, écoutez, je vois bien que vous êtes dans une critique systématique, c'est tout à fait votre droit, je le respecte, mais le président de la République... Non, absolument pas, parce que je pense vous ai pas interrompu, je vous ai pas interrompu. La PMA ensemble, par exemple, donc vous voyez. Très bien, et je m'en réjouis, et trouvons des points de convergence dans l'intérêt général. Simplement, ce que je veux vous dire, c'est que le président de la République, il respecte la Constitution. C'est quand même le moins qu'on doit attendre du président de la République. Donc c'est ce qui a été prévu par les... C'est Sarkozy qui l'a modifié en ce sens. La Constitution initiale ne prévoyait pas ce genre de dispositif. Oui, mais c'est la Constitution... Et par ailleurs, nous, on est plutôt cohérents, puisqu'on est pour une 6e République et modifier cette Constitution avec ses pouvoirs exorbitants. Oui, mais le peuple français ne nous a pas donné mandat pour diriger la politique de la nation. Donc vous êtes une force d'opposition, vous faites entendre votre voix et vous savez très bien le faire. Mais attendez, c'est important ce que vous venez de dire, parce que c'est pas le président de la République qui dirige la politique de la nation, c'est le gouvernement. Bien sûr, mais et c'est bien là la problématique, c'est qu'on est en train d'essayer de nous faire croire que c'est le président qui dirige la politique de la nation. Le président de la République... C'est un véritable coup de force qui est en train de se passer. Non. C'est vraiment très grave ce qui est en train de se passer. Bien sûr, vous allez nous faire croire bientôt que nous sommes dans une dictature. Le président de la République a été élu par les Français. Il a donc... Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Vous n'allez pas commencer... Du Chavez, du Castro, du je sais pas quoi. Mais je n'ai rien dit. Mais calmez-vous. Vous êtes trop tendu. Il faut vous calmer. On est que samedi matin. Tout va bien se passer. La contradiction, c'est sain. Je vous réponds et puis je vous laisse la parole. Je dis le président de la République a été élu. Il a un mandat pour choisir un Premier ministre. Il a choisi Édouard Philippe, qui a mené campagne pour demander une majorité aux Français. Il a obtenu. Les Français ont voté. Effectivement, le Premier ministre, selon l'article 20 de la Constitution, conduit et dirige la politique de la nation. C'est la raison pour laquelle mardi, il fera un discours de politique générale. Jean-Luc Mélenchon, comme président du groupe La France Insoumise, pourra lui répondre à l'Assemblée nationale et expliquer quelles sont ses divergences. Et puis, il y aura un débat. Et ensuite, il y aura différents textes de loi qui seront présentés à l'Assemblée nationale. Parfois, vous les voterez. Je m'en réjouis, notamment, vous venez de donner l'exemple d'un sujet sur la PMA. Et puis, je sais très bien que vous allez vous opposer sur l'essentiel. Mais ça, c'est sain, c'est la démocratie. Moi, je respecte votre point de vue. Merci beaucoup à vous, Hugo Bernalicis, député du Nord de la France Insoumise, pour cette vive et intéressante discussion. Invité surprise du 8h30 politique. On marque une pause, on continue cette discussion avec notre invité Pierre-Yves Bournazel. D'abord l'info, 8h50, Laurent Sénéchal. Les hommages continuent de se multiplier après la mort de Simone Veil. La chancelière allemande Angela Merkel salue son engagement infatigable pour les survivants de l'Holocauste dont elle a partagé le destin. Simone Veil est une rescapée des camps d'extermination. Elle a participé à la construction européenne et est aussi à l'origine de la loi sur l'IVG en France. L'ancien vainqueur de la primaire veut refaire la gauche. Benoît Hamon lance son mouvement du 1er juillet après ses échecs à la présidentielle puis aux législatives. Le Parti socialiste ne compte d'ailleurs plus qu'une trentaine de députés à l'Assemblée. Avec son mouvement, Benoît Hamon veut déborder du PS. Hong Kong est plus libre que jamais selon le président chinois. Xi Jinping est en visite dans l'ancienne colonie britannique rétrocédée il y a 20 ans. Hong Kong est censé jouir de plusieurs droits comme la liberté d'expression ou le suffrage universel dans certaines élections, mais Pékin est accusé de remettre en cause le principe un pays, deux systèmes. Des manifestations ont d'ailleurs émaillé la visite de Xi Jinping. Jusqu'à 2 millions de personnes attendues dans les rues de Madrid pour une marche LGBT. C'est la World Pride Parade, une marche mondiale des fiertés à l'image de la Gay Pride qui a déjà eu lieu la semaine dernière, notamment à Paris. Départ du 104e Tour de France aujourd'hui. La première étape est un contre-la-montre de 14 km à Düsseldorf en Allemagne. Le premier coup de pédale sera donné à 15h15. Chris Froome est favori. Il a déjà remporté 3 fois la grande boucle. Troisième et dernière partie de ce 8h30 politique avec notre invité toujours Pierre-Yves Bournazel et Julien Langlais du service politique de France Info. Discours important, on le disait Julien, lundi à ce congrès, on en parlait à l'instant dans le coup de fil surprise, mais donc aussi mardi
discours important avec celui du Premier ministre devant les députés. Oui, très important, hein, c'est le discours de politique générale du Premier ministre, un discours programmatique dans lequel le Premier ministre devra tenir compte d'un déficit des comptes publics plus important que prévu. Le rapport de la Cour des comptes a été remis cette semaine et Édouard Philippe a fait cette déclaration. Je souhaiterais que les Français mesurent l'ampleur de ce dérapage. C'est comme si le gouvernement précédent avait construit un budget en oubliant celui de la justice. C'est presque 3 fois le budget de la culture. 8 milliards d'euros de promesses non financées, 8 milliards d'euros de chèques en bois. Pierre-Yves Bournazel, le programme présidentiel peut-il être mis en œuvre ? Oui, il sera mis en œuvre, mais il doit tenir compte des réalités. Nous l'avions dénoncé d'ailleurs à l'époque. Parfois, on aurait rétorqué qu'on faisait de la politique politicienne en faisant une campagne électorale. Nous avions dénoncé à l'époque, dans l'opposition à M. Hollande, l'insincérité. Pendant la campagne présidentielle. Oui, notamment, avec Alain Juppé, lorsque j'étais son porte-parole de la primaire déjà. Donc, cette réalité, elle est forcément inquiétante parce que le budget de la nation, il doit être sincère déjà, en toute transparence. La question de la dette est une question essentielle. Le déficit public annuel doit être une question prioritaire. Donc, il faut faire un effort sur la dépense publique, et notamment sur la dépense publique de fonctionnement, tout en maintenant des objectifs importants, et je pense notamment à notre politique de l'école, l'éducation, et notre politique aussi de sécurité, où là, il va falloir faire des efforts. Donc, gouverner, c'est choisir. Et choisir, c'est choisir des politiques publiques qui vont être efficaces dans l'intérêt des Français. Et c'est possible de faire ça sans augmenter les impôts ? Sans augmenter les impôts. Ben moi, je le souhaite. C'est pour ça que je souhaite plutôt que l'effort soit porté sur la dépense publique. Donc, on ait une hiérarchisation des priorités de l'action de l'État. D'où le gel des salaires annoncés des fonctionnaires. Oui, tout à fait. Mais je viens d'en définir 2 prioritaires. Par exemple, l'école, l'éducation nationale. Je pense qu'il faut réformer en profondeur et notamment donner davantage de moyens dans les quartiers où les enfants ont moins de chances au départ pour faire des petites classes en CP et en CE1, pour l'acquisition des fondamentaux. Savoir lire, écrire et compter doit être l'objectif majeur de l'école pour relancer l'ascenseur social et l'égalité des chances, et notre sécurité, car je tiens au recrutement de 10 000 fonctionnaires de police supplémentaires et gendarmes, et cela, ça doit se faire dans le cadre d'un redéploiement, c'est-à-dire d'une baisse de dépenses dans d'autres secteurs. Pierre-Yves Bournazel, vous allez voter cette confiance au gouvernement ? Oui, je la voterai. Je vais d'abord écouter quand même le discours du Premier ministre, mais je le connais quand même bien. J'ai quand même vu quelles étaient les grandes orientations et les réformes qui vont être portées, et je suis en phase avec l'essentiel du projet du gouvernement. L'ensemble de votre groupe va voter cette confiance ? Pas forcément ? Non, il y a la liberté. Ce groupe, c'est une chance. C'est ni tout pour ni tout contre, c'est la liberté de conscience qui est prioritaire. Alors les Républicains qui, comme vous, voteront la confiance, risquent ceci. En tout cas, le député des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, vous prévient. Thierry Solère, c'est un professionnel de la trahison. Il a touché les dividendes au prix fort de sa trahison. Le 11 juillet, vous demanderez... Personnellement, je le demanderai. L'exclusion de tous ces députés. De ceux qui ne siègent pas dans notre groupe. Il n'y a qu'un groupe. Aujourd'hui, il faut la clarification. Pierre-Yves Bournazel, vous allez être exclu ? Moi, je n'ai pas envie de répondre à la polémique. Il y a 2 façons de faire la politique. Jeter les anathèmes sur ceux qui ne pensent pas comme vous, ou se respecter. Moi, je respecte la ligne de M. Ciotti, mais ce n'est pas la mienne. C'est une ligne profondément identitaire, toujours sur les mêmes sujets. Ce n'est pas la ligne politique libérale sociale à laquelle je crois, profondément européenne et humaniste, c'est-à-dire d'une vision d'une société ouverte et tolérante. Qu'est-ce que vous faites encore chez les Républicains ? Mais les choses, écoutez, nous avons décidé de faire un groupe parce que nous avons tiré les leçons aussi de la recomposition politique. Les Français, ils en ont marre que des parlementaires choisissent d'abord leur parti, qu'ils soient toujours tout pour ou tout contre. Ils veulent des hommes et des femmes libres. Et les parlementaires doivent être d'abord des hommes et des femmes libres. Libres de dire ce qu'ils croient bon pour leur pays. Et on ne va quand même pas s'opposer, quand on est issu de la droite modérée et du centre, par exemple à la réforme du travail que nous avons toujours demandé, à la réforme de l'école que nous avons toujours souhaité,